Bonjour Sophie Rabi, merci de nous avoir rejoints ici à Louvain-la-Neuve pour parler avec nous de transition en matière d'éducation. Vous faites vraiment figure, on va dire, de pionnière en matière d'alternatives, puisque vous avez créé en 99 déjà la Ferme des Enfants, qui est une école démocratique et bienveillante maintenant, qui est située en Ardèche. Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de ce principe d'avoir créé une école démocratique et bienveillante? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quels sont les grands principes? Alors au départ, mon fil rouge, c'était de comprendre pourquoi il y a autant de violence dans le monde. Et puis en tant qu'enfant, j'ai vu la violence partout, dans les médias, dans les familles, dans les histoires. Enfin, elle est vraiment omniprésente. Et il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas OK. Et des années plus tard, en faisant des études de théorie de l'attachement, j'ai compris qu'en fait l'être humain n'est pas du tout conçu pour la violence, j'ai envie de dire, par la nature. Parce que c'est tout le contraire. Nous sommes vraiment des êtres de bienveillance, des êtres de lien. Et votre constat, c'est que l'école, à ce moment-là, le système scolaire tel qu'il est, ça manquait, cette dimension-là, cette prise de conscience? Oui, parce que donc j'ai fait la rencontre d'une chercheuse très importante, de mon point de vue, qui s'appelle Alice Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est pour ton bien, racines de la violence dans l'éducation », où elle-même s'est questionnée sur la violence, et puis elle met en évidence que la manière dont nous nous occupons des enfants, la manière dont nous les accompagnons, est déjà violente en elle-même. Et ça s'appelle la violence éducative ordinaire. Ça paraît énorme quand on dit violence éducative ordinaire, on se dit waouh, c'est peut-être des termes extrêmes, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui est violent dans le système éducatif tel qu'on le pratique aujourd'hui? C'est vrai qu'on s'est habitué à cette violence, donc on ne l'aperçoit plus. Pour l'apercevoir, il faut se décaler et imaginer que nous fassions à des adultes ou à des amis de notre génération ce que nous infligeons aux enfants. Imaginez par exemple que vous disiez à votre meilleur ami puisque t'es grognon, tu vas dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé, ou voilà, ou s'il arrive en pleurs que vous l'accueillez avec colère. Là, on voit la violence. On se dit mais non, c'est pas du tout possible de se comporter comme ça dans une relation. Et en fait, c'est ce que nous faisons avec les enfants. Et c'est complètement anti-biologique parce que l'enfant, lui, il attend d'être protégé, compris, aimé de manière inconditionnelle. Et quand il reçoit ce type de gestes, de comportement, eh bien, ça vient détruire quelque chose de profond, en fait, dans l'estime de soi et dans la confiance en soi, dans la réalisation personnelle et aussi dans son rapport à l'autre et au monde. Donc, c'est vraiment... Et être bienveillant, à contrario, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi vraiment les clés de la pédagogie de la bienveillance? Adopter une attitude qui finalement est plus naturelle et qui finalement vient spontanément à un moment donné, qui est juste l'accueil sans condition de l'enfant. L'enfant qui apprend est totalement équipé pour apprendre par lui-même, et ce dont il a besoin, c'est que nous n'interférions pas sur sa démarche d'apprentissage, sur son développement naturel. Donc, c'est vraiment aller avec le mouvement de la vie. C'est accompagner alors, du coup? Tout à fait. Et du coup, le terme enseigner n'aurait plus de sens, ce serait plutôt accompagner? Nous ne l'utilisons quasiment plus. Nous l'utilisons simplement dans des cas vraiment spécifiques où il y a des cours et les enfants s'inscrivent volontairement à un cours où il y a un professeur, donc il y a une démarche d'enseignement. Mais sinon, le reste du temps, non, nous n'infligeons pas l'enseignement aux enfants que nous accueillons. Et la pédagogie, elle est basée sur quoi? Alors, sur ce que l'enfant souhaite apprendre, sur ses besoins? Comment vous procédez, en fait, concrètement? Alors, l'école est organisée un petit peu comme une grande maison ou un petit village, parce qu'il y a plein de lieux différents, il y a une espèce de place de village, et puis il y a une salle pour les arts, il y a une salle pour les projections, il y a une médiathèque avec des ordinateurs connectés à Internet, il y a une salle de jeu, même plusieurs, la ferme avec les animaux. Donc, ce sont des lieux fonctionnels et les enfants, toute la journée, vont d'un lieu à l'autre librement. Ce sont des lieux aussi où il se passe des choses à certains horaires. Ils peuvent rejoindre des ateliers, s'y inscrire, faire l'atelier, et si ça ne leur convient pas, ils reviennent pas la prochaine fois. Si ça leur convient, ils peuvent continuer aussi longtemps que ça leur plaît de développer ces compétences. Donc, c'est vraiment l'apprentissage autodirigé ou autodéterminé. L'enfant est le maître de son cheminement d'apprentissage.
Alors ça peut paraître complètement fou quand on voit l'école aujourd'hui avec ses programmes scolaires, ses évaluations, etc. On se dit waouh, mais quelle différence. Et du coup, comment on s'assure entre guillemets que l'enfant finalement acquiert ces espèces de compétences qu'on juge nécessaires pour atteindre l'âge adulte, travailler, etc. Oui, alors bien sûr, nous sommes encore dans une démarche expérimentale, même s'il y a des écoles qui ont du recul, puisque la plus vieille école démocratique d'Europe, sans doute, c'est Summerhill, qui a été fondée en 1921. Donc on sait maintenant qu'il y a des générations de jeunes qui sont sortis de Summerhill et qui sont tout à fait solubles dans la société et qui ont des métiers, qui ont des vies épanouies, etc. Nous n'avons pas encore le recul suffisant pour voir ce que nos jeunes vont devenir, mais ce que l'on perçoit déjà, c'est que en se déformatant du système, c'est-à-dire que de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie active et à la vie d'adulte, on a d'excellentes surprises de constater que, en fait, les enfants vont faire, quand ils sont plus grands, la même chose qu'ils ont fait dans l'école quand ils étaient plus jeunes, c'est-à-dire expérimenter diverses compétences, grandir en compétences, aller suivre leurs élans, suivre leurs enthousiasmes, profiter des occasions et des opportunités qui sont devant eux pour construire leur parcours professionnel. Et pour eux, l'argent n'est évidemment pas central. Donc, gagner son argent, ça fait partie des diverses choses de la vie, mais ce n'est pas un but en soi. Alors justement, moi j'ai déjà lu pas mal d'interviews de votre part où vous parlez notamment que cette violence éducative ordinaire, comme vous l'appelez, elle conditionne aussi tous les rapports humains qu'on va créer plus tard dans la société, puisqu'il y a cette espèce de logique de domination. Mais est-ce que ça se retrouve partout dans la société, même dans tous les rapports qu'on crée avec les enfants aujourd'hui, vous constatez cette logique de domination? Absolument, c'est vraiment le modèle relationnel fondateur que nous apprenons dès que nous sommes petits. Nous apprenons que nous sommes petits, que nous sommes une petite chose ignorante et que nous n'avons pas la responsabilité de nous-mêmes, que c'est un adulte qui l'a et qu'il a le pouvoir sur nous. Donc l'adulte peut prendre le pouvoir sur nous, il peut nous obliger, nous avons un devoir d'obéissance, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, lui c'est ce qu'on doit manger, quand est-ce qu'on doit dormir, si on doit mettre un pantalon bleu ou un pantalon vert. L'adulte sait absolument tout pour nous. Et nous lui sommes soumis, donc depuis notre plus tendre enfance. Et cela va créer cette logique de domination, de relation dominant-dominé. Mais je me mets à la place d'un enseignant, d'un parent, etc. Et je me dis, waouh, ça fait peur parce qu'en fait, ça bouscule tellement de certitudes, de manières de fonctionner, parce que c'est une remise en question fondamentale de notre manière de fonctionner à tout un chacun dans la société, dans notre lien et dans la place qu'on accorde à l'enfant. Alors, moi, ce qui m'a aidée, c'est d'accepter cette peur. C'est de dire, oui, j'ai peur parce que effectivement, j'ai un conditionnement. Et ce conditionnement se met un petit peu en travers du chemin, même si j'ai des intentions qui sont claires. Je ressens cette peur, je ressens cette inquiétude, je ne sais pas où nous allons. Et ça m'a invité à me relier à un autre espace qui est changer le regard sur l'enfant et le voir vraiment. Parce que souvent, l'enfant, nous ne le regardons pas vraiment. Ce que nous voyons, ce sont nos projections. Là, ce qu'il fait, c'est bien. Là, c'est pas bien. Là, il est performant. Là, il l'est pas. Il a des bonnes notes. Il a pas des bonnes notes. Donc, on est tout le temps en train de juger, d'évaluer. Et en fait, sortir de cette relation d'évaluation, c'est aussi très goûteux. Parce que tout d'un coup, on rentre vraiment en relation avec l'enfant. Avant, on était plus dans un système, un fonctionnement. On fonctionne avec lui. Là, on relationne. Et on va se parler de personne à personne et on va découvrir notre enfant. On va découvrir cette merveilleuse personne qu'il est. Au travers d'une remise en question de l'école telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est finalement une remise en question de toutes les projections qu'on peut faire sur ce que c'est réussir sa vie, parce qu'au final, c'est ça qu'on n'arrête pas de dire, il faut que mon enfant sache la musique à tel âge, apprenne à rouler à vélo à tel âge, sache nager très tôt, etc. Ils ont des agendas parfois de ministres, les enfants aujourd'hui, mais c'est parce qu'on considère que tout ça, c'est acquérir des compétences, parce qu'on y voit, nous, enfin tout un chacun, je pense, des critères pour qu'ils réussissent leur vie plus tard, mais c'est ça qu'on doit changer alors aussi, c'est ce regard-là. Tout à fait. Nous avons développé un mental surpuissant qui fait des catégories partout, qui nous a amené à cette vision industrialisée de la vie, où tout est normatif, où il faut tout calibrer, y compris l'éducation de nos enfants. Et c'est terrible parce que c'est complètement anti-vie. C'est une prison, en quelque sorte. Donc, sortir de cette prison, libérer nos enfants pour les laisser s'épanouir, se développer et refaire confiance à la nature, à ce qu'ils sont au fond, eh bien, nous ouvre beaucoup de perspectives.
C'est choisir la peur de l'inconnu, on va dire, plutôt que le stress de tout bien faire aujourd'hui, c'est ça? Exactement. C'est un choix. Et devinez quoi, ça va commencer par soi-même. Moi, j'ai un ami et un grand inspirateur qui s'appelle Jean-Pierre Lepris, qui était un ancien inspecteur, mais qui, arrivé à la retraite, a dit l'école, c'est une erreur. Il dit tout ce que vous voulez pour votre enfant, faites-en la liste et appliquez-le à vous-même, en fait. Et laissez l'enfant tranquille. Pour conclure vraiment, on va dire que ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on considère que l'enfant c'est un être en construction et que à ce titre-là, aujourd'hui, plutôt que d'essayer tout le temps de maîtriser sa construction, on doit essayer de l'accompagner et de se dire, bah voilà, je le laisse faire son chemin. On doit aussi avoir ce lâcher prise. Tout à fait, c'est en quelque sorte le considérer sans agisme. Vous savez, on en parle de plus en plus de l'agisme, qui est une forme de discrimination par l'âge, dont souffrent les enfants, dont peuvent souffrir parfois les personnes âgées. Donc, considérer sans agisme, c'est de ne voir pas seulement un être, pas du tout même un être qui est inachevé ou immature, mais voir une personne. Et une personne qui a des capacités d'autodéveloppement qui sont considérables. Ok, ben merci de nous avoir inspirés. J'espère que ça donnera beaucoup d'idées à tout le monde. Bon, ça augure de bonnes ou grosses remises en question qui vont faire peur, mais en tout cas, ça vaut peut-être bien la peine, oui, quand on vous écoute. Oui, voilà, je vous assure que ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci à vous.